Bon et salut et bienvenue sur Indécent et aujourd'hui sur une vidéo de review sur 7ème mer. Plus exactement le supplément de 7ème mer qui s'intitule Nation Pirate. Je l'ai dans les mains, c'est celui-ci. Si vous avez aimé notre vidéo sur le livre de base avec les règles et le lore, vous allez vraiment apprécier cette deuxième vidéo, non pas parce qu'on est génial, même si ça on le sait évidemment, hein, bien entendu, mon dieu j'ai la tête qui va exploser, non c'est surtout que si vous avez aimé le lore et des suppléments de règles, vous allez aimer Nation Pirate, dans lequel on va avoir des nations pirates, c'est-à-dire des ports d'attache supplémentaires, à jouer en plus des nations qui sont disponibles dans le livre de base. Mais vous allez avoir également des suppléments sur la magie, les magies des pirates par exemple, la magie des chartes, la magie aussi qui se rapproche à la magie vaudou aussi, et un tas d'autres éléments comme par exemple des indications pour réussir à jouer une campagne qui se passe en pleine mer. Bref, rapidement, le livre va commencer avec une courte introduction qui s'intitule La Vengeance du Corbeau, qui est une courte histoire qui va nous mettre dans l'ambiance. Il y a des histoires de pirates, il y a des histoires de vengeance, mais surtout des histoires de liberté. Parce que même si le livre de base de 7ème mer s'inspire largement sur cette volonté de liberté en opposition avec les nouvelles sociétés qui commencent à voir le jour sur les continents de Théa, Nation Pirate insiste encore plus sur ce point-là en montrant comment des populations qui n'étaient pas adaptées justement à la situation, telle que par exemple des esclaves qui se retrouvaient là sans vraiment savoir trop quoi faire, des pirates, mais aussi des renégats qui ont quitté leur nation, comment ces populations-là ont réussi à créer des nations et à s'adapter dans des mers terribles. Et ce livre va commencer par énumérer les différentes nations pirates, c'est-à-dire les différents ports d'attache dans lesquels vos personnages, s'ils jouent des pirates ou des marins, vont se retrouver. Le premier port d'attache, c'est l'Anouma. L'Anouma, c'est un ensemble de petites îles qui ont réussi à récupérer leur indépendance vis-à-vis des nations de Théa, de manière beaucoup plus marquée, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient complètement oppressés par ces nations-là, et qui se réunissent en petites populations avec divers rois en fonction des îles, qui essaient de pas trop se tirer dans les pattes, parce qu'ils savent que s'il y a une guerre intestine entre les différents roitelets de Nouma, les nations de Théa vont essayer de récupérer le territoire. Au niveau de l'organisation de la population, ça ressemble plus ou moins à la Grèce antique. Avec les îles grecques, on a deux différentes castes, la caste guerrière et la caste non guerrière, et lorsque vous êtes un enfant, dès le plus jeune âge, en fait, on va vous poser la question et vous allez pouvoir choisir entre le fait d'être un guerrier et le fait d'être un non guerrier, marchand, etc. Au niveau de la culture, il y a un truc hyper important à retenir si vous voulez jouer quelqu'un qui habite dans la Nouma, c'est le Cléos. Le Cléos, c'est quoi? C'est la gloire qui est visible, c'est la gloire dont on se souvient. Au contraire d'un honneur qui serait caché, c'est-à-dire que l'on serait heureux d'avoir juste en soi-même, même si personne ne le voit, le Cléos, c'est vraiment un honneur qui va se montrer. C'est-à-dire, je vais montrer que j'ai été courageux, des gens vont s'en rappeler, on va écrire ça dans des ouvrages, on va l'apprendre ça à mes enfants, je vais marquer l'histoire. C'est le but même du Cléos. Et au niveau des religions, il va y avoir une religion qui se rapproche énormément de la religion de la Grèce antique, avec des divinités qui se rapprochent de Zeus, Rhea, etc. Par exemple, il va y avoir Théonoa qui se rapproche à peu près de la déesse Athéna, ou Potnia Agrothera qui est un mélange entre la déesse de la fertilité, des moissons et Artémis. C'est un mélange un peu entre les deux. Donc vous voyez un peu, il y a des coagulations qui se font entre les diverses divinités. Niveau roleplay, si vous voulez incarner un Numénari, il faut garder à l'idée ce Cléos, c'est-à-dire que vraiment vous allez cultiver votre gloire, votre courage, le fait que vous faites des actes face à des gens et que ça se voit. Mais également, il faut se rappeler que la pensée même des habitants de Nouma, c'est « nous sommes Numa ». C'est-à-dire que l'on appartient à cette cité, on appartient à ce groupement humain, et on ne l'est pas de manière naturelle, ça s'apprend. Un peu comme finalement la sagesse et la philosophie s'apprenaient à l'époque athénienne, et comme si on apprenait à devenir progressivement citoyen de la Nouma. Donc en gros, vous cherchez la gloire, les exploits, mais également vous avez un gros aspect philosophique. Deuxième nation pirate maintenant, et je dois vous avouer que c'est ma préférée. Si vous avez vu Pirates des Caraïbes par exemple, ça ressemble dans ma tête un peu à Tortuga, c'est-à-dire une île où tout est disponible, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Une île avec des forbans, mais également des personnes qui cherchent à se rendre discrètes parce qu'elles sont poursuivies. La Bouka, à l'origine, c'était une île prison. Lorsque des personnes sont arrivées en bateau, elles ont découvert des anciennes ruines dans lesquelles il y avait un artefact qui permettait de diriger, après étude, un kraken qui s'occupait de faire tout le tour de l'île. Et selon comment on utilisait ce dispositif, le kraken allait d'un côté à l'autre de l'île. C'est pas mal pratique pour faire de cette île une île prison, parce qu'il en résulte qu'on peut faire passer les bateaux de marchandises et les bateaux qui sont autorisés à passer en manipulant le kraken pour qu'ils partent d'un autre côté de l'île et qu'ils ne dévorent pas les bâtiments. Par contre, si on a des personnes qui quittent la prison et qui s'évadent, le kraken est là pour les récupérer.
Mais il faut savoir que les prisonniers de la Bouka étaient beaucoup plus intelligents que les personnes qui les gardaient, et ils ont fait semblant d'avoir la peste, faisant ainsi fuir la plupart des populations qui gardaient les prisonniers. Il en a résulté qu'une dénommée Allende, qui était l'une des personnes qui s'est occupée de faire cette révolte des pestiférés prisonniers, ont récupéré cette île et ont progressivement compris comment fonctionnait l'artefact du Kraken, pour réussir à se protéger justement des nations de Théa qui essayaient de récupérer cet îlot assez fertile. Cette dénommée Allende a décidé de fonder une véritable démocratie dans laquelle tout le monde serait traité d'égal à égal. Elle a même mis en place une certaine coutume qui est à l'origine finalement de la création de la démocratie de la Bouka, c'est que chaque citoyen de la Bouka doit élever au moins 2 porcs pour que ces porcs soient tués et transformés en porcs salés et qu'ils soient offerts à une personne qui décide de résider à la Bouka. Cela trouve son origine lorsque des navires téans ont essayé de prendre possession de la Bouka après la révolte des prisonniers, et que ne sachant pas encore comment utiliser l'artefact du Kraken, la dénommée Allende était un peu en train de marcher sur des œufs. Finalement, elle a réussi, grâce à un stratagème, à vider les provisions de ces 2 navires-là, et ces 2 navires-là ont dû accoster sur l'île, et elle leur a offert du porc salé et des tonnelés d'eau pour réussir à les sustenter en échange finalement d'un contrat de non-agression. Ainsi est née la démocratie de la Bouka. Bon, je vous en parle pas plus, je ne vais pas trop vous spoiler, mais il faut savoir que les dirigeants de la Bouka sont divisés en 5 chapitres. Le premier, c'est l'œil, ce sont les gardes de la Bouka, les personnes qui s'occupent de gérer un peu l'organisation de cette île. Le deuxième, c'est les tentacules. Il faut savoir que la Bouka, c'est une sorte de bidonville gigantesque avec d'énormes ponts en liane, et la tentacule, ce sont des gens qui s'occupent de diriger les personnes sur les différents îlots et de les orienter en fonction de ce qu'ils cherchent. Ensuite, on va avoir la nageoire qui va s'occuper surtout de la politique étrangère, et c'est pas mal important à l'intérieur de la Bouka parce que justement, elle a un rôle de quasi-nation neutre. L'écaille va s'occuper de la gestion du territoire, c'est-à-dire qui prend quoi comme terrain, est-ce que chaque citoyen élève bien ses 2 porcs pour transformer le porc en porc salé, et enfin il va y avoir la pinte qui s'occupe, devinez, du divertissement, qui est quelque chose quand même d'extrêmement important dans la Bouka. Au niveau de l'organisation des autochtones, il faut savoir qu'on est citoyen de la Bouka, mais on appartient aussi à différentes nations, donc il y a des quartiers qui se créent. Et au niveau du visuel de la Bouka, il faut donc bien entendu imaginer une sorte de bidonville totalement rocambolesque dans lequel on peut facilement se perdre. Mais il y a aussi une très grande entraide entre les différents citoyens de la Bouka. Et par exemple, on sait qu'un citoyen de la Bouka peut demander de l'aide à un garde en lui demandant ce qu'il souhaite boire, car on sait qu'un garde en faction ne boit pas. Ainsi, si on lui demande, selon l'alcool qu'on lui propose, il va savoir qu'il y a un problème au niveau du porc, qu'il y a un problème chez soi. De la même manière, selon les vêtements que l'on va étendre devant chez soi, on va savoir qu'il y a un problème domestique à l'intérieur du bâtiment. Donc selon la couleur, si c'est noir, si c'est blanc, etc., on sait qu'il y a quelqu'un qui a été tué, on sait qu'on est pris en otage, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne de manière secrète dans la Bouka. Pour finir, j'aimerais bien vous parler de 3 lieux complètement typiques de la Bouka. Le premier, c'est l'échelle de Jacob. C'est un immense pont de cordes qui permet de surplomber un récif qui est complètement gorgé d'eau lorsque la marée monte, et c'est le seul moyen de pouvoir atteindre l'autre côté de l'île. Donc c'est assez intéressant d'imaginer justement que la marée monte et qu'on passe sur ce pont de cordes totalement ballotté par les vents. Ensuite, il y a les ruines, mais pas n'importe quelles ruines, les ruines Sirnet. Je vous en avais parlé dans le livre de base, les Sirnet, c'est une sorte de civilisation qui ne correspond pas du tout à la civilisation humaine, mais qui a un immense savoir, et par exemple, l'artefact qui a été découvert pour diriger les Kraken, c'était un artefact Sirnet. Et au cœur de l'île, il y a une ruine immense qui n'a pas encore été explorée totalement, avec un puits sans fond. Les gens qui y vont n'arrivent pas du tout à tout explorer, et certaines même ne reviennent pas de la jungle. Et on termine avec les fameux bidonvilles de la Bouka qui sont de véritables coupe-gorge. Et faites attention parce que les personnes parfois qui vont vous proposer de visiter les bidonvilles seront les personnes qui vont vous perdre dedans pour que les coupe-gorge puissent vous voler votre or, vous tuer et peut-être vous revendre sous la forme de saucisses. On ne sait pas. Mais en tout cas, si vous êtes bien équipé, que vous avez des gardes du corps, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez et de la qualité que vous souhaitez dans les bidonvilles, que ce soit du tabac, de la drogue ou même peut-être des esclaves. Et maintenant, je vais vous parler de la mer Atabéenne. Il faut savoir que dans la mer Atabéenne, il y a des monstres immenses, des anguilles gigantesques, des krakens, des créatures qui font à peu près 2 fois la taille ou 3 fois la taille qu'elles auraient dû avoir dans une mer totalement normale. Et il y a un peuple qui est profondément lié à ces monstres, c'est le peuple Raouri. Et on raconte que lorsque le peuple Raouri vivait sur le continent, ils ont vexé un dieu qui les a chassés. Et ils ont décidé de fuir sur les îles des mers Atabéennes,
et de se réconcilier ensuite avec ce dieu-là. Les Raori, c'est un peuple qui correspond vaguement aux peuples qui sont dans le Nouveau Monde lorsqu'on les explore aux alentours du 16e, 17e, 18e siècle. Mais il y a quelque chose d'assez différent dans l'univers de 7e ère, c'est que ce peuple-là ne s'est pas fait écraser automatiquement par les envahisseurs espagnols, et en l'occurrence ici dans 7e ère, Castillan, grâce à un individu qui s'appelle Dantès. Dantès est arrivé, et Dantès les a préparés à l'arrivée des nations théanes, leur a fait apprendre le droit, les langages des nations de Théa, et un tas de choses qui leur ont permis de survivre à l'arrivée de ces oppresseurs finalement. Ainsi, le peuple Raori a réussi à mettre en place une propre nation qui résiste à la nation de Théa. On peut également rapprocher le peuple Raori des peuples polynésiens, notamment dans les cultes qu'ils vouent à la mer et à des divinités qui sont liées aux monstres marins, mais également grâce à leur lien très profond à l'océan et à la mer. Ce sont des populations qui tirent leur subsistance de la mer à travers les différents coquillages, les différentes écailles de bestioles qu'ils récupèrent et qu'ils revendent, mais également ils tirent leur nourriture de cette mer-là. D'ailleurs, parlons-en de ces monstres. Ces monstres sont censés être la nourriture d'une sorte de divinité absolue des Raori, Apocoalt, j'espère que je le dis bien, et ces monstres-là sont grands justement parce que cette sorte de divinité qui ressemble à une sorte de dragon à plumes, on pense un peu à des divinités aztèques là, doit se nourrir parce qu'il a un très gros appétit. Et les Raori sont là en fait pour s'occuper de ce champ-là dans lequel les bestioles sont en train de grandir pour nourrir ce dieu-là et préparer le festin pour son arrivée. Au niveau des monstres, je vais vous en citer deux qui sont hyper importants. Le premier, c'est Mama Tortue, c'est-à-dire que c'est une tortue immense. Mais quand je vous dis immense, elle est gigantesque. Si vous voyez une île au loin et qu'en l'espace de 1 ou 2 minutes, elle a changé de point dans l'horizon, c'est la Mama Tortue. Effectivement, c'est une immense tortue sur laquelle une île est construite, à pousser finalement indirectement. Et enfin, il y a aussi Tiburon le requin. Le requin, c'est le protecteur de Mama Tortue, et c'est aussi un requin gigantesque qui est capable d'avaler d'une seule bouchée une embarcation modeste. Donc vous imaginez quand même la gueule de l'engin. Au niveau des lieux un peu marquants de l'univers Raori, il va y avoir d'abord les aiguilles de Torindine. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont liées profondément à la marée, c'est-à-dire que ces aiguilles-là sont déjà dangereuses de base, c'est-à-dire imaginez d'énormes pics rocheux dans lesquels les flancs des navires vont s'écraser, mais également avec la marée qui va descendre, il y a des cavernes et un réseau de cavernes extrêmement complexe qui se trouvent à l'intérieur de ces aiguilles-là. Et ainsi, ça crée un problème parce que même les navires qui réussissent à accoster près des aiguilles vont se retrouver complètement happés par les cavernes lorsque l'eau va rentrer dans les cavernes. Et donc, il y a des embarcations parfois qui se font broyer littéralement par la force des eaux et disparaissent du jour au lendemain dans ce réseau de cavernes. Ce réseau de cavernes qui est également utilisé par les Raori qui essaient de sauver certains esclaves ou de réussir à fomenter des luttes contre les nations théanes. Et le deuxième lieu, c'est le détroit du diable. Alors comme vous l'entendez, un détroit du diable, ça veut vraiment signifier ce que ça veut dire, c'est un détroit terrible. C'est le détroit que l'on doit réussir à passer pour entrer dans la mer Atabéenne, et c'est un détroit quasiment mortel. Bon, une fois qu'on l'a passé, on est dans la mer Atabéenne, donc on est un peu tranquille. Mais imaginez un détroit gorgé de brume, dont seul un petit phare et un petit port permet de montrer l'entrée. Et si on arrive à voir ce port, on sait que ouf, on est en vie, on a dépassé le détroit. Ah là là, je te parlais de la bouca qui me plaisait bien parce que ça me faisait penser à une sorte de tortuga, mais il y a un truc encore plus, c'est Aragosta. Aragosta, c'est quoi? C'est le lieu où les pirates vivent, boivent, meurent et se régalent. Ça trouve son origine dans l'histoire du Cagneux, qui est un personnage totalement guignard, qui est un riche marchand finalement, qui a décidé de s'installer un jour sur cette île après avoir échoué lamentablement à devenir pirate. Il s'est dit, bon bah, si j'arrive pas à devenir pirate parce que j'ai la poisse, je vais peut-être réussir à créer une ville, une île, une auberge sur laquelle des pirates pourront se reposer. Et il a ainsi créé une auberge qui a brûlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et une fois qu'il a renommé 2-3 fois, cette auberge est restée, et sert de base finalement à cette nation pirate. Alors comment ça fonctionne Aragosta? C'est très simple, vous pouvez devenir membre de Aragosta très facilement, il suffit d'être un pirate, ou du moins un mercenaire des mers, et il faut aussi respecter la loi du roi des pirates. Le roi des pirates, qu'est-ce que c'est? C'est un type qui est élu un peu contre son gré pour s'occuper de la gestion d'Aragosta. Pourquoi je vous dis contre son gré? Parce que techniquement, il est stipulé dans la charte d'Aragosta que lorsque vous êtes roi des pirates, vous ne pouvez pas quitter Aragosta. Vous êtes obligé de gérer les citoyens et de gérer le territoire, et vous ne pouvez pas partir en mer. Ce qui démange un peu un pirate, vous pouvez l'imaginer. Alors certains pirates qui sont devenus rois ont bien imaginé des petites tournures assez particulières. Certains ont décidé de partir de temps en temps à l'aventure, laissant
Aragosta entre les mains d'un de leurs seconds, et d'autres ont même décidé de passer la main de manière assez originale. Il y a un roi des pirates par exemple qui avait dit que durant une journée, la dernière personne qui viendrait et qui lui dirait qu'il ne veut pas devenir le roi des pirates deviendrait le roi des pirates. Vous imaginez quand même l'entourloupe. Au niveau de la vie à Aragosta, alors vous pouvez imaginer que c'est une vie totalement particulière, parce que même si le guilder, une monnaie assez connue dans le 7e ère, est un peu la monnaie de base, il faut savoir que généralement, on va donner une valeur à quelque chose en fonction des blessures. C'est-à-dire, ça équivaut par exemple à perdre un œil, ça équivaut à perdre un membre, ça équivaut à perdre par exemple un membre vraiment important. C'est un peu la seule chose que peuvent comprendre les pirates. Et par contre, tout peut s'acheter, tout peut se vendre à Aragosta. Donc même si le guilder est utile, il y a plein de monnaies qui vont circuler très facilement. Il faut savoir que Aragosta est également fortement utile pour les nations de Théa parce que c'est un vivier radical pour payer des corsaires à sa solde, à la solde des différentes nations, pour fendre d'autres navires sur les mers. Au niveau de l'aspect, si vous voulez jouer un mec qui habite à Aragosta, vous pouvez imaginer un type complètement dépareillé avec des habits qui viennent de différentes nations, qu'ils ont récupérés sur différents bâtiments. Et de la même manière, il faut imaginer les maisons de Aragosta fabriquées avec des coquilles de noix, des morceaux de bateaux, des barrières qui sont fabriquées avec des morceaux de pont, etc. C'est un vrai bric-à-brac totalement rocambolesque. Bon, je vous ai parlé d'un peuple qui ressemblait au peuple polynésien avec les Raouri, je vous ai parlé des trucs un peu pirates avec Aragosa. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui se rapproche beaucoup plus de la nation des Ifri, des Ifriens, c'est-à-dire qui correspond au continent africain. Effectivement, avec le développement du commerce dans la nation de Théa et sur les 7 mers, il faut bien entendu imaginer que quelqu'un a peut-être un jour eu cette idée de faire un commerce triangulaire et donc de développer l'esclavage. C'est le cas de la compagnie atabéenne qui se rapproche un peu de la compagnie des Indes orientales, et qui a énormément utilisé l'esclavagisme, et qui a récupéré finalement ses esclaves dans les prisonniers des nations de Théa, mais également chez les Raouri, et également chez les Ifriens. Ils les ont exportés sur un territoire qui s'appelle Aragua, enfin ça s'écrit Jaragua, mais ça se prononce Yaragua, et ils ont totalement comprimé ces populations pour réussir à faire du Yaragua une terre totalement fertile pour exporter, on suppose, de la canne à sucre, du café, du coton, etc., comme on le connaît, nous, dans ces époques du XVIIe siècle. Mais il faut savoir que ça n'a pas plu à ces esclaves, et que ces esclaves ont enfin, un jour, en 1659, décidé de se révolter. Ils ont bouté hors de leur territoire, hors du Yaragua, cette compagnie et les personnes qui les opprimaient, pour créer une véritable nation. Bien entendu, certains esclaves n'avaient pas les mêmes situations. Ceux qui bossaient dans les champs n'avaient pas le même statut que ceux qui travaillaient par exemple dans les maisons des riches Théans qui possédaient les territoires. Mais lorsque la nation du Yaragua s'est enfin mise en place, toutes ces différences ont été totalement effacées et la seule différence qu'il y avait, c'était entre ceux qui pouvaient combattre et ceux qui ne pouvaient pas combattre. Et c'est ainsi qu'est née la oligarchie du Yaragua, qui est composée entièrement d'esclaves qui essaient de se réorganiser et de résister finalement à la nouvelle arrivée de l'oppression théane. Car il faut savoir que lorsque les Yaraguayens, on peut dire, se sont révoltés, il y a une partie des territoires qui ont été à nouveau attribués à certains Castillans. Et certains Castillans qui se permettent d'utiliser assez discrètement des esclaves sur leur partie de territoire. Donc vous imaginez un peu le bordel, on a une nation naissante d'esclaves qui essaie de retrouver leur identité, avec une oligarchie qui essaie de diriger tout ça de manière plus ou moins uniforme, mais à côté des territoires qui appartiennent à d'autres nations sur le même îlot, qui utilisent encore l'esclavage. Donc on a encore des conflits larvés un peu sur ce territoire-là, c'est vraiment une poudrière. Au niveau social, la religion principale de Théa s'inspire largement d'un syncrétisme entre la religion des Ifriens et la religion principale de Théa. C'est le culte basé autour du bon-dieu et des lois. Le bon-dieu, c'est quoi? C'est finalement le dieu unique que tout le monde vénère en Théa, et les lois sont des êtres semi-divins au-dessus des êtres humains, mais en dessous de Dieu, qui peuvent posséder même les personnes qui les vénèrent et leur donner des capacités particulières. Ça, on le verra un peu plus tard, au niveau de la magie. Mais au-delà de cette religion syncrétique, il faut garder à l'idée aussi que vu que ce territoire était un territoire un peu caché, parce que finalement les nations de Théa ont très peu entendu parler de cette révolte d'esclaves, et c'est seule la compagnie atabéenne qui a encore à faire justement avec cette révolte. Si ce territoire-là, comme je vous le répète, était assez discret, il y a aussi des choses assez odieuses qui se sont passées, notamment au niveau des sortes d'Alpes qui se situent au niveau de cette île-là. Il y a un chercheur qui a essayé, grâce à de la magie, de dominer les revenants et les ghouls. Et on raconte que lorsqu'il y a eu la révolution, la révolte des esclaves, il s'est enfermé dans ces montagnes-là et on n'en a plus entendu parler. Mais sans aucun doute est-il encore en train de sévir en relevant les morts à la vie et en les dirigeant pour créer une armée de ghouls.
Et un autre point principal, hein, par exemple si vous allez visiter le Yaragua, il y a un point, c'est l'église Vaticine, qui se situe dans la ville principale du Yaragua, qui marque justement l'avènement de cette population d'esclaves qui devient maître de cette île, car cette église Vaticine se trouve complètement gorgée maintenant d'effigies en l'honneur des lois, donc qui sont des sortes de saints mélangés à des divinités ifri, qui se retrouvent dans cette cathédrale-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que le prêtre de cette cathédrale Vaticine est resté même durant la révolte parce qu'il ne voulait pas laisser la cathédrale seule, mais qui se sent un peu mal à l'aise parce que cette cathédrale commence progressivement à se transformer en une sorte de gloubi-goulba syncrétique avec des cultes qu'il n'aime pas trop. Hein. Vénérer les lois, ça lui plaît pas trop, mais il veut rester parce qu'il se doit de rester pour protéger cette cathédrale. Donc c'est assez marrant comme personnage. Bon, tu as entendu parler de la compagnie des mers Atabéennes. Je t'en ai parlé justement concernant le Yaragua, tu en avais peut-être entendu parler de Atabéen avec la mer Atabéenne et les peuples Raouri. Maintenant, je vais t'expliquer un peu ce que c'est cette compagnie-là. Si tu as regardé encore Pirates des Caraïbes, hein, c'est un peu une source d'inspiration assez forte pour Nation Pirate, tu as sans aucun doute croisé des personnages qui appartiennent à la Compagnie des Indes orientales. Et si tu te renseignes un peu, tu vas te rendre compte que c'est l'une des premières multinationales qui a dominé en grande partie économiquement une bonne partie de l'Europe et du monde. C'est un peu le même cas dans 7e mer. La compagnie Atabéenne, c'est une grande compagnie commerciale dont l'objectif est de faire énormément de profit. C'est également une compagnie semi-militaire qui va quand même savoir réussir à défendre ses lots de marchandises qu'elle va affréter pour les faire se trimballer d'un côté à l'autre des 7 mers. Si l'on devait définir la compagnie Atabéenne, elle va être colossale, impitoyable, et elle cherche avant tout le profit. Ce qui explique justement le fait qu'elle ait utilisé énormément la manne financière que représentaient les esclaves au Yaragua, et qu'elle continue encore à affréter des bâtiments qui vendent des esclaves un peu partout dans les 7 mers. Mais bon, il ne faut pas automatiquement en faire le grand méchant de cette compagnie, même si toi en tant que MJ par exemple tu auras tendance à plus facilement le mettre en tant qu'ennemi. Car la compagnie Atabéenne va avoir énormément de flouze, elle a beaucoup d'argent et elle n'hésitera pas à payer des personnes dont les talents vont lui être utiles, que ce soit des corsaires, par exemple des corsaires d'Aragossa, mais également des joueurs, c'est-à-dire des personnages héroïques qui ont des talents qui peuvent vraiment lui être utiles pour régler des situations. Elle a donc finalement une sorte de morale qui peut être à deux tenants. Tant qu'elle a du profit, elle va prendre vraiment le côté de la morale qui sert son profit à elle. Par exemple, au niveau de la religion, elle va se servir de la guerre de religion entre l'église vaticine et les objectionnistes pour réussir à se faire un max de flouze. La compagnie Atabéenne n'est pas religieuse, mais il y a certains membres de cette compagnie qui sont religieux, qui sont soit du côté des vaticins, soit du côté des objectionnistes. Mais il faut savoir qu'elle va avoir tendance à donner vraiment du support aux Vaticiens et aux objectionnistes pour réussir à ce qu'ils se fritent sur la gueule et qu'elle continue à leur vendre des armes, à leur vendre des ressources et donc à faire du profit. Ces objectifs, en termes, c'est vraiment faire du profit, mais un deuxième objectif va être aussi l'exploration des 7 mers. Car la compagnie Atabéenne veut avant tout réussir à faire une carte du monde et à savoir ce qui se passe dans les différentes mers et à comprendre comment ça fonctionne. Elle est donc finalement ce progrès qui va marcher sur la liberté et sur la magie pour totalement l'écraser et marquer l'avènement d'un nouveau monde. Bien, j'ai fini avec les différentes nations. Donc vous avez vu, hein, Nation Pirate, c'est gorgé de plein d'informations et je vous ai pas parlé de tout. Les illustrations sont vraiment riches pour chaque nation, chaque port d'attache. Et rappelez-vous qu'il y a toujours des passages sur des personnalités importantes. Ça, je vous en ai pas trop parlé parce que c'était pas l'occasion. Vraiment, il fallait que je vous brosse le portrait rapide des différentes nations, même si là, c'était quand même assez long, je trouve. Vous me dites, hein, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est extrêmement complet et il y a énormément d'informations pour réussir à avoir des intuitions, des petites idées sur l'ambiance des différents lieux que vos personnages vont pouvoir visiter. Maintenant, si vous aimez les effusions de sang, si vous aimez sentir les embruns sur votre visage, vous avez peut-être envie d'être un pirate et c'est ce que le chapitre 2 de Nation Pirate vous propose de faire. En plus de la création de personnages qui est proposée principalement dans le livre de base, vous allez avoir un élément pour fabriquer votre pirate, votre Forban des mers. Alors, au niveau des étapes, il faut savoir qu'il y en a 8 et elles sont assez simples. La première, ça va être l'utilisation des caractéristiques. Rappelez-vous, il y a la caractéristique principale, vous avez 2 points dans chacune d'elles, et bien simplement, vous allez rajouter 2 points sur une des caractéristiques qui vous intéresse le plus.
Ensuite, vous allez devoir choisir la nation pirate à laquelle votre personnage va être rattaché. Et en fonction de cette nation pirate, vous allez avoir des bonus sur les différentes caractéristiques. Par exemple, si vous choisissez le Yaragua, vous allez avoir un bonus en force et en finesse. Ensuite, il va y avoir les historiques qui vont correspondre finalement aux différentes nations que vous avez choisies. Ce sont des archétypes que vous allez pouvoir incarner. Par exemple, si vous êtes à la Buka, vous pouvez incarner une sirène. Alors je vous parle pas de la meuf avec les nageoires. La sirène à la Buka, c'est des sortes de mercenaires qui s'occupent de faire disparaître des gens. Donc par exemple, selon la nation que vous avez choisie, vous allez avoir un archétype particulier avec des caractéristiques particulières. On enchaîne avec les compétences, ça vous le connaissez, vous avez 10 points de compétences à dépenser, et selon les compétences et selon la nation que vous avez choisie, vous n'aurez pas les mêmes compétences et pas les mêmes points à dépenser en fonction des compétences. Ici, c'est vraiment très classique. C'est un peu le même feeling avec les avantages, par exemple, si vous appartenez à une nation, certains avantages vont vous coûter moins cher, un point de moins par exemple. Il y a ensuite les arcanes. Les arcanes, vous les connaissez, c'est ce qui va orienter en arcane mineure et majeure, arcane positive et négative, votre personnage. Et il y en a des nouvelles qui sont liées profondément à la nature aquatique de la thématique de ce supplément. Il y a notamment celle de Jonah le Diable, qui est un des personnages principaux de l'histoire de 7e mer et des nations pirates. Je vous en ai pas beaucoup parlé parce que je trouve que c'est une histoire extrêmement intéressante qu'on va suivre tout au long de ce supplément, et c'est un peu dommage de vous en parler parce que c'est ce qui va structurer, ce qui sert de colonne vertébrale à la compréhension de ce que c'est vraiment un pirate. En gros, c'est l'un des premiers pirates qui a fondé une charte et qui a poursuivi ensuite les personnes qui l'ont trahi et marqué d'une marque noire. Et certains pirates peuvent demander finalement l'aide de Jonah le Noir, se couper un membre et gagner une sorte de transformation en échange. Mais ça, je vous en parle pas plus, vous le verrez dans le supplément, c'est super goûteux, vraiment c'est un régal. Ensuite il y a le noyer comme arcane, et on termine avec le pêcheur. On enchaîne avec les histoires, à ne pas confondre avec les historiques. Les histoires, vous les avez déjà présents dans le livre de base de 7e mer, et ces histoires-là sont simplement réutilisées, et le supplément va nous donner des indications pour transformer ces histoires en mode pirate, c'est-à-dire avec des bateaux, avec des forbans, etc. Et on continuera avec la touche finale. La touche finale va nous indiquer justement, selon la nation à laquelle on appartient, comment ça fonctionne, on va faire référence aux différentes nations, la richesse que l'on va avoir au départ, mais également si on appartient à des sociétés secrètes ou pas, en sachant qu'il y a 2 nouvelles sociétés secrètes qui sont proposées dans ce supplément. On va en reparler assez succinctement à la fin de cette vidéo. Wow, ho, ho, et oui, là vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui va pas. J'ai commencé à mixer la vidéo et je me suis rendu compte qu'à la toute fin, il y a une partie de ma vidéo qui n'a pas été enregistrée par mon appareil. Génial! Du coup, j'ai décidé de vous le faire comme ça, un peu en mode décontracte, et c'est le passage du supplément Nation Pirate qui vous parle de la magie. Il faut savoir qu'il y a 3 éléments de magie qui sont importants dans les nations pirates et dans ce supplément. Le premier, c'est la magie des chartes, c'est une magie pirate, c'est-à-dire que l'on va signer une sorte de pacte entre les membres d'un équipage, par exemple, qui va nous donner des avantages, et par contre qui va nous maudire si on ne le respecte pas. Alors au niveau des avantages, ça se transforme dans le gameplay avec des points de chance que l'on peut dépenser lorsqu'on est avec notre équipage pour réussir à se sortir d'une situation un peu délicate. Et au niveau de la malédiction, c'est que si une personne ne respecte pas cette charte qui a été signée dans le sang autour du feu, il va avoir une marque noire par membre d'équipage qui a signé la charte. Et ça va se transformer d'un point de vue du gameplay avec des gros malus au niveau des mises qui sont utilisées lors des actions. La deuxième magie, c'est la magie du Cap Sévis. C'est celle qui se rapproche le plus de la Yaragua, c'est un mélange syncrétique entre justement la notion du bondier et la religion réticine. C'est un peu la magie vaudou. On va avoir les lois, donc rappelez-vous, c'est des sortes de créatures semi-divines qui peuvent prendre possession de soi et nous donner des avantages, moyennant la dépense de points d'héroïsme. Selon le loi qui va nous posséder, on va pouvoir être discret, on va pouvoir soigner quelqu'un, on va pouvoir être très fort, etc. Et on termine avec la magie de la Numa, qui est une magie profondément liée au mystère des divinités que l'on va adorer. Selon le dieu que l'on va adorer, on va disposer de ce que l'on appelle un mysterio, c'est-à-dire un mystère de ce dieu que l'on peut déclencher moyennant des points d'héroïsme également, un peu comme pour les lois, et qui va nous donner des avantages, manière de soigner, pareil, être discret, avoir des avantages selon certaines actions. Et il y a également les apocalypsies, qui sont la deuxième partie du mysterio, qui se déclenchent uniquement sous certaines conditions. Ok, je vous ai parlé de 3 types de sorcellerie différentes, mais en fait il y en a une 4e, qui arrive à la toute fin et qui est un peu différente, c'est pour ça que je voulais vous en parler à la toute fin, après ces 3-là. C'est la magie Mowu. Qu'est-ce que c'est? C'est une magie qui est venue grâce à une dame qui s'appelle Madame Wenchen. Madame Wenchen a été retrouvée à moitié noyée dans la mer, on l'a ressortie, et il s'est trouvé qu'elle avait des capacités spéciales qu'elle tirait de ses tatouages, des tatouages qui étaient mouvants, qui avaient des rayonnements un peu lumineux, étranges. Cette dame progressivement a formé des personnes, des disciples, qui étaient capables de tatouer des pouvoirs sur la peau des individus.
Et votre personnage, si vous souhaitez, pourra donc disposer d'un tatouage Mowu pour réussir à avoir des capacités particulières. Chaque tatouage a un aspect majeur et un aspect mineur qui se déclenchent selon certaines conditions, et vous pouvez déclencher leurs capacités moyennant la dépense de points d'héroïsme. Ces tatouages-là ont des aspects particuliers liés à la nature marine de l'environnement des nations pirates, donc vous pouvez avoir le tatouage de la pieuvre qui a tendance à enserrer ses ennemis, le tatouage du requin qui est plus agressif, etc. Et ça peut être assez stylé finalement d'avoir un personnage qui dépense beaucoup de points dans ces avantages-là pour avoir une multitude de tatouages et de points d'héroïsme à dépenser pour faire des trucs badass et stylés. Bien, maintenant, il y a un autre chapitre, je vais un peu passer dessus parce que c'est pas le plus intéressant, mais il est assez complet, dans lequel on va vous parler des épées, donc des différentes formes de duels supplémentaires proposées par le supplément, des différents navires aussi, comment les interpréter, et bien entendu des sociétés secrètes. Au niveau des duels, je passe par là, il y a simplement de nouvelles manières de faire des duels, avec une école qui est liée justement à la nation d'Ifri, donc c'est un apport supplémentaire pour le combat. Et au niveau des navires, simplement on va vous expliquer comment faire l'historique de votre navire en fonction de la nation à laquelle il appartient, évidemment de la nation pirate. Au niveau des sociétés secrètes, il va y en avoir deux, la société de la Cosca et la société du Riroko. Alors la société du Riroko, c'est une société d'anti-esclavagistes finalement. C'est des gens qui se regroupent pour sauver des personnes qui sont mises en esclavage, tout simplement. Et après ces exemples de sociétés secrètes, il va bien entendu y avoir un bestiaire avec les différents monstres, et je trouve ce bestiaire vraiment intéressant parce que les monstres dont il va parler, on les a déjà rencontrés quasiment tous dans la lecture tout au long de l'histoire des différentes nations pirates. Mama Tortue par exemple, on la connaît, le Kraken, ben oui on en a entendu parler avec la Bouka, etc. Tous ces monstres-là sont mis en avant dans le bestiaire, et on a tout un historique de leurs caractéristiques, de leurs possibilités, mais également, bien entendu, leurs fiches en termes de gameplay avec leurs forces, etc. Le dernier point, non des moindres, c'est aussi un point qui va vous expliquer comment faire une campagne nautique, c'est-à-dire comment gérer les déplacements en mer, etc. et les erreurs à ne pas faire. Par exemple, le supplément nous explique que ça va être assez difficile à gérer le transport d'une zone à une autre en navire, parce que les 3/4 du temps, il ne se passe rien, on va nettoyer le pont, et le fait de faire lancer par exemple des jets de dés totalement aléatoires pour savoir si on s'en sort bien sur l'espace de 1 mois de voyage, le livre nous dit que ça sert également à rien. Ils vont aussi nous donner des informations sur les moyens de différencier les différents membres de l'équipage en fonction finalement de leurs caractéristiques et de leur statut. Donc on va voir quelques informations là-dessus. Le livre va nous donner des informations pour savoir comment réussir à gérer un environnement nautique sans avoir énormément de connaissances sur les vaisseaux. Alors c'est quoi le proue, c'est quoi la proue, c'est quoi la poupe? Mon Dieu, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Un gréement, qu'est-ce que c'est? Ils vont nous expliquer un peu rapidement avec un vocabulaire aussi pirate, comment parler de pirate aussi, c'est assez marrant. Et bien entendu, ils vont nous donner quelques idées de scénarios que l'on peut faire et quelques thématiques qui sont profondément liées à des thématiques liées à la mer, à la piraterie. Donc par exemple, ça peut être la mutinerie, des histoires de rançon, des histoires également de contrebande. Bref, dans l'ensemble, cet ouvrage, vous l'avez vu, est extrêmement complet. Je me suis régalé à lire les différentes informations sur les nations pirates. Après, le reste est pas trop important. Je trouve qu'en termes d'ajout de gameplay, il n'y a pas énormément de choses à part la sorcellerie. Mais sinon, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des informations sur les différentes nations et de savoir finalement comment l'intégrer au fluff. Si vous voulez donc avoir de plus amples moyens techniques en termes de gameplay pour ajouter des règles à votre jeu, c'est vraiment pas le supplément qu'il vous faut, je pense. Mais au contraire, si vous aimez tout ce qui est flavor, c'est-à-dire ambiance, informations supplémentaires, secrets, ce supplément est là pour vous. Vraiment, il va être digne d'intérêt. Quoi qu'il en soit, je le trouve vraiment très bien. Au niveau de la maquette, c'est super. Petit bémol, c'est au niveau du sommaire qui n'est pas très clair. Mais il faut savoir qu'il y a un énorme passage sur les nations pirates et après, le reste est assez succinct au niveau du gameplay et au niveau des mécaniques. Donc c'est assez compréhensible que le sommaire soit pas très clair parce que finalement, ce qui est plus important est considéré comme un sous-chapitre alors que ça aurait dû être considéré comme un chapitre en plein. Après, au niveau des visuels, vraiment, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Là où dans le livre de base, il y avait surtout des encarts carrés d'illustration qui étaient assez rigides, là on a des éléments supplémentaires avec des encadrés un peu plus fantaisistes, on va dire, des colorations beaucoup plus sympathiques, et aussi des petits carrés noirs que vous avez vu défiler tout au long avec des informations supplémentaires qui sont vraiment dignes d'intérêt. Bref, j'espère que cette review sur Nation Pirate, le supplément chez Agathe Édition de 7ème ère, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indécent. Allez, ciao! Piracy's a crime and crime doesn't pay, and we go
Ceux-ci et les soit du côté des objectionnistes. Et aux objectionnistes,